Alessandro Piperno, Un air de famille, publié en italien en 2024 et traduit en français de l'italien par Jean-Luc de Froment et publié en France par Liana Levy en 2025. J'avais déjà lu deux autres romans de Piperno, mais en traduction anglaise, il y a une quinzaine d'années, de livres, de romans qui étaient des satires du monde contemporain. Je crois que c'était Avec les pires intentions et persécutions, mais je ne suis pas sûre parce que je les avais lus en anglais. Je les ai beaucoup aimés. Alessandro Piperno est un écrivain italien qui écrit des romans sur le monde contemporain, en général des satires, et qui est également professeur de littérature française à l'université. Et son protagoniste s'appelle également Alessandro, il s'appelle Alessandro Sacerdotti. Lui aussi est un écrivain de succès, un écrivain italien de succès, et lui aussi est professeur de littérature française à l'université et même spécialiste de Flaubert, tout comme Alessandro Piperno. Donc évidemment, le narrateur est un alter ego de l'auteur. Et comme le roman se situe au tout début, dans la période du Covid, il commence par, qui est évidemment, on le sait, une période idéologique très très conflictuelle, même si l'idéologie qui a commencé aux États-Unis est arrivée en Italie un peu plus tard. C'est clair que le protagoniste ou le narrateur, professeur, est soumis à l'un de ces rituels qu'on appelle aux États-Unis du wokisme. Lui, il n'emploie jamais le mot woke. Par contre, il emploie le mot féministe et guerre des sexes, ça aussi est importé des États-Unis, pour se référer à ce qui se passe avec le professeur Alessandro Sacerdotti. Donc, Alessandro Sacerdotti devient la victime de l'une de nombreuses cancellations ou annulations qui ont lieu dans le monde universitaire. Son ennemi est une certaine Teresa Chimasi, qui est une activiste féministe spécialisée dans la guerre des sexes et qui a fait une carrière avec ça. Et au tout début, il est poursuivi pour avoir dit quelques mots misogynes, pour avoir dit quelques phrases misogynes qui étaient en fait des citations de Flaubert, mais qui lui ont été attribuées à lui, le professeur. Et après ça, il est forcé de paraître devant une nouvelle autorité morale composée de commissions d'étudiants et etc., etc. Donc, on connaît le rituel. Et la situation devient plus sévère lorsque quelqu'un l'enregistre, sans qu'il le sache, enregistre une tirade du professeur très en colère contre Teresa, dans laquelle il la menace. Donc là, la situation devient sérieuse. Finalement, il est viré de l'université, il est congédié. Il perd du jour au lendemain, il devient un paria, parce qu'avant, il était un écrivain célèbre et un professeur respecté. Et donc, je vais voir si je peux trouver... oui, la description de son annulation, qui est très typique, presque stéréotypique pour ainsi dire. La diatribe débordait d'une indignation si contagieuse qu'elle avait raflé en quelques heures un nombre considérable de vues, sans parler de la flopée des commentaires, tous de teneur analogue. Ceux qui me connaissaient et disaient m'apprécier juraient qu'ils n'achèteraient plus aucun de mes livres. Ceux qui n'avaient jamais entendu parler de moi trouvaient inouï qu'un être aussi abject ait quelque chose à écrire ou à enseigner à qui que ce soit. Une demi-douzaine de lecteurs me souhaitaient une mort lente et douloureuse. Bon, donc, on connaît le rituel de l'annulation, c'est une annulation typique. Et il y a ici un dialogue qu'il a à un certain moment avec son avocate, Valentina, qui devient aussi son amante, qui le décrit comme étant
la victime de l'air du temps. Donc, rappelez-vous, le roman s'appelle Un air de famille. Piperno joue sur air du temps, air de famille. Alors, qu'est-ce que c'est l'air du temps? Je cite, tu as le profil type de la personne que tout le monde déteste, en blanc, d'âge moyen, instruit, issu d'un milieu aisé, de bonne famille. En plus, tu es juif. Bon. Donc, c'est ça l'air du temps. Plus tard, le roman prendra une tournure inattendue parce qu'il devient vraiment un roman de famille lorsque ça prend un air de famille. Mais enfin, je ne suis pas encore arrivée là. Alors, avant de parler de ça, il faut quand même parler de l'ironie de la situation parce qu'une fois qu'il est congédié, le département français doit le remplacer par quelqu'un et il trouve un professeur qui s'appelle Carole Charcot, qui a été justement son professeur quand lui, le narrateur, était jeune. Et il y a une histoire très intéressante à propos de ce professeur qui a vraiment, il y a une anecdote très, très emblématique sur le professeur, sur l'ancien professeur et sur le plus jeune professeur. Encore, en fait, plus jeune, il faut dire, j'ai oublié de dire que Alessandro Sacerdoti, le narrateur, a environ 50 ans, ça aussi qui correspond à l'âge d'Alessandro Piperno. Et ça, c'est important parce que c'est un âge où il entre un peu dans une sorte de crise et une première mort d'une ancienne amie survient. Véronica, qui avait été sa copine au lycée, meurt et ça provoque toutes sortes de souvenirs liés à cette époque. Donc, je reviens au choix du département de français de le remplacer par ce professeur Carole Charcot, qui est décrit d'une manière très intéressante par Piperno. Il me rappelle en fait certains professeurs que j'ai eus en Roumanie. En effet, c'est un certain mal typique d'une époque révolue qui est, disons, très instruit, qui est en apparence brillant et qui jouit de l'admiration de tous ces étudiants qui ont presque un culte pour lui et surtout de ses étudiantes. Et là, je voudrais vous citer quelque chose parce que le jeune Alessandro, il était à l'époque lié avec une jeune fille appelée Luce, ou Luce en italien, et celle-ci était là, dans le mot de narrateur, était la proie idéale du professeur Charcot. Je cite, inexpérimentée, passionnée, rêveuse d'origine modeste, sensible à l'ascendant culturel. Au début, elle avait été flattée par Charcot, que Charcot lui passe des coups de fil le soir. Qu'un homme d'une telle envergure l'ait élevée au rang d'interlocutrice privilégiée, la remplissait d'orgueil. Aucun adulte ne l'avait jamais entourée de telle attention, aucune amie ne lui avait fait autant de louanges, aucun petit ami ne l'avait prise aussi au sérieux. Mais les digressions extrascolaires du professeur n'avaient pas tardé à devenir audacieuses au point de dépasser le seuil d'alerte, tandis que son ton se faisait de plus en plus intime et tendancieux. Elle s'était alors aperçue que personne ne lui avait appris à gérer l'effronterie morbide de son prof. Là, nous avons affaire avec de nouveau une histoire typique de harcèlement d'une jeune fille par un professeur privilégié. Et ce qui est un peu plus inattendu, c'est le paragraphe suivant où le narrateur réfléchit à ce professeur Charcot que lui, au début, lui aussi admirait. Alors, j'ai oublié de te dire qu'il le décrit comme étant très laid et très non attrayant du point de vue physique. Donc, voilà une catégorie, je cite, voilà une catégorie d'hommes que j'avais du mal à appréhender déjà à l'époque. Le narcissique chronique qui prend la gentillesse d'une fille pour de l'intérêt sexuel, la vieille baderne qui se croit toujours au centre de la scène, au sommet de la chaîne alimentaire. L'expérience m'a appris que ces hommes-là se trompent la plupart du temps, mais aussi qu'aucun rejet, si mortifiant soit-il, ne peut les ramener à la raison ou les inciter à se remettre en question. La présomption de Charcot était stupéfiante. Il semblait vraiment persuadé d'être à deux doigts d'emballer une étudiante de presque 30 ans, sa cadette.
L'idée qu'elle puisse éprouver du dégoût à l'idée de coucher avec un homme chenu et flasque ne le flairait même pas. Il paraissait convaincu que la dévotion morale et l'admiration intellectuelle qu'elle n'avait de cesse de lui témoigner étaient les préludes à une excitation érotique. Donc, ça j'avoue, c'était un paragraphe auquel je ne m'attendais pas. Donc, alors, le narrateur, à partir de sa propre histoire à lui, donc une histoire, disons, de dénonciation quasi MeToo, mais pas exactement, donc féministe activiste qui dénonce un mâle soi-disant privilégié. Ensuite, ce mâle, Alessandro, commence à faire une sorte d'étude anthropologique de cet autre professeur qui était vraiment privilégié d'une époque révolue, mais qui ironiquement a été choisi pour le remplacer par le département. Et donc, il fait le portrait de ce Charcot. Et finalement, par cette analyse un peu presque anthropologique de société, il arrive à mettre en cause, disons, certaines présomptions du narrateur lui-même. Je cite, « Ce fut dans l'ascenseur chargé de cartons pleins de vieux livres, parce qu'il était en train de libérer son bureau, que je passais en revue, tel un maudit Leporello, toutes les étudiantes qui avaient subi les attentions de Charcot au fil des ans. Les Gabriella, les Federica, les Lorena, celles qui avaient cédé et celles qui s'étaient dérobées, celles qui ne s'en étaient jamais remises, qui en avaient fait une maladie, comme cette pauvre fille qui avait frôlé la mort par anorexie, mais aussi celles qui avaient profité de la situation pour faire carrière. Et donc, à ce stade, le problème ne me semblait plus le comportement de Charcot vis-à-vis des étudiantes, mais bien l'impunité dont il avait joui au sein de la faculté, l'assentiment des instances universitaires et surtout la complicité silencieuse des étudiants masculins, à commencer par le plus fidèle et le plus perfide d'entre eux. Là, je pense qu'il parle de lui-même. Bien que je n'ai joué aucun rôle dans les abus de mon maître, bien que, plus grave encore, je ne les ai jamais considérés comme tels, je les avais de fait cautionnés par ma passivité en détournant la tête. Telle était la raison d'être de Teresa Guinassi. Elle était l'instrument d'une justice patiente et implacable. Bon, fin de la citation, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, parce que d'habitude, quand un roman commence par critiquer un certain phénomène, il ne fait que critiquer ce phénomène-là. Il ne va pas aussi à certaines racines du phénomène. Alors, mais bon, alors j'ai dit que je ne m'attendais pas, mais quand même j'aurais dû m'attendre parce que Piperno est un écrivain très, très subtil. C'est pas du tout c'est tout le contraire d'un idéologue. C'est un observateur de la société, un fin psychologue. Et donc, en un sens, j'aurais dû m'attendre à cette analyse plus fine. Bon, donc, ça fait, disons, à peu près un tiers du livre, cette affaire. Mais, comme je disais, le roman prend une tournure différente lorsque son avocate, Valentina, vient avec une autre histoire qui est complètement séparée de cette histoire d'annulation et du monde universitaire. Elle vient lui annoncer qu'un certain enfant qui s'appelle Noah, qui était un parent éloigné, l'enfant des parents éloignés d'Alessandro, vient de demeurer orphelin parce que ses parents sont morts en accident de voiture et lui était d'origine israélito-britannique. Et les autorités cherchent quelqu'un de la famille pour être sa tutelle et pour finalement le prendre en charge et l'adopter peut-être. Et donc, c'est Alessandro qui, au départ, n'aimait pas du tout les enfants et devient le père involontaire de cet enfant Noah. Et donc, à partir de ce point, le roman qui était jusqu'alors un air du temps, donc une satire de l'époque contemporaine, devient un air de famille, c'est-à-dire il devient un roman sur la famille et en fait sur l'amour paternel. Et c'est vraiment émouvant,
surtout comme c'est pas du tout sentimental, mais on a la description de l'amour d'un père pour un enfant à l'égard duquel il se sent très responsable, et on peut suivre toute l'anxiété d'un parent à l'époque contemporaine pour élever et pour mettre à l'abri un enfant. Et donc ça, bon, ça se déroule pour le reste du roman pratiquement, et nous avons cette description entre disons la domestication graduelle de ce Noah, qui évidemment il est très réfractaire au début, et je ne vais pas entrer dans les détails, ça vous pouvez lire, c'est beau à lire. Mais à la fin, j'ai pensé pendant quelques minutes que le roman va devenir dickencien dans le sens que Noah, tout d'un coup, se trouve l'héritier fortuné de la fortune de son grand-père britannique qui meurt. Et évidemment, ça veut dire que Alessandro, qui n'avait plus d'emploi, qui était un peu à la dérive, aurait entré lui aussi indirectement en possession de cet argent. Mais de nouveau, coup de théâtre, ça ne se passe pas. De nouveau, Noah et Alessandro sont séparés. Alors, je ne vous donne pas les détails, vous devez lire le roman. Je mentionne justement du point de vue de la structure du roman quelque chose qui m'a surpris. C'est le fait que vers la fin du livre, Alessandro a 12 ans, presque 13, parce qu'il était sur le point de célébrer sa bar mitzvah. Et à ce moment-là, à un moment donné, il regarde la télé et il voit l'attaque du Hamas contre l'Israël le 7 octobre 2023. Donc, quand Noah a 12 ans, on est en 2023. Et ensuite, le tout dernier chapitre, qui est une sorte d'épilogue, se passe 13 ans plus tard. Noah a 25 ans. Ça veut dire qu'on devrait être j'ai calculé, je crois, 2036. Donc, ça se passe dans un avenir pas encore arrivé. Donc ça, du point de vue de la structure, ça m'a semblé un peu inhabituel. Et aussi, ce qui m'a semblé inhabituel du point de vue de la structure, c'est qu'il y a eu 2 ou 3 fragments qui sont écrits du point de vue d'un narrateur omniscient. Ça aussi, c'est très rare dans la littérature contemporaine. Et là, donc, ces paragraphes différaient un peu du reste du livre. Par exemple, quand le narrateur apprend que quelqu'un d'autre l'a enregistré alors qu'il était en train de parler, d'avoir une conversation privée avec quelqu'un. Et là, c'est vraiment un paragraphe du narrateur omniscient qui, je ne sais pas comment il a appris, pas seulement qu'il a appris, mais qu'il a appris le moment où il a été enregistré par cet étranger. Donc, je mentionne ça au passage, parce que je ne sais pas si c'était délibéré, si ces paragraphes de narrateur omniscient sont mis là de manière délibérée ou si c'est un accident de la part d'Alessandro Piperno. Donc, Alessandro Piperno, Un air de famille, publié par Liana Levi en 2025, paru en italien en 2024, traduit de l'italien par Jean-Luc Defromont. Je le recommande chaleureusement.